Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Salut et bienvenue sur Radio Tennis Play pour cette première émission. Avant toute chose, il faut quand même que je vous présente Tennis Play. C'est la première fois que vous entendez sûrement le nom de ce nouveau média. Alors c'est quoi Tennis Play ? Eh bien c'est tout simplement la première chaîne consacrée à 100% au tennis, avec comme mode de diffusion la VOD, la vidéo à la demande. Que pourra-t-on y voir ? Les plus grands matchs de l'histoire du tennis, d'hier et d'aujourd'hui, des documentaires, mais également des fictions, bref, tout un univers de programmes autour du tennis. Pour patienter, avant son lancement, nous avons choisi de vous proposer un talk-show hebdomadaire consacré à l'actualité du tennis. Radio Tennis Play. Autour de cette table, deux des piliers de Tennis Play, Émilie Loy, qu'on ne présente plus, ex-27e mondiale et désormais l'une des voix du tennis sur Eurosport. Bonjour. Salut Émilie. Julien Pichenet, qui vous allez le voir, est notre historien et statisticien maison. Julien, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous accueillerons aussi chaque semaine un confrère d'un autre média. C'est Romain Lefebvre, le responsable de la rubrique tennis à l'équipe, qui a bien voulu essuyer les plâtres de cette première. Salut Romain. Bonjour. Et puis, dans quelques instants, nous allons avoir notre toute première invitée au téléphone. C'est Amélie Mauresmo, la co-directrice de l'Open GDF Suez. Allez, voilà pour l'intro un peu longue pour cette première. Radio Tennis Play, première édition, c'est parti. Radio Tennis Play. Alors, au sommaire de cette émission, du tennis féminin, donc avec l'Open Gaz de France, et puis on reviendra aussi un petit peu plus tard sur la Coupe Davis. Je vois que vous faites des grands gestes, Émilie. Open GDF Suez. Open GDF Suez. Et on reviendra également un tout petit peu plus tard sur la Coupe Davis et cette rencontre France-Canada, Canada-France précisément à Vancouver, qui va débuter vendredi, une rencontre de tous les dangers pour l'équipe de France de Coupe Davis, avec un Guy Forget qui entame sa dernière campagne à la tête des Bleus. Amélie, me recevez-vous ? Oui, tout à fait. Alors, comment va la co-directrice de l'Open GDF Suez, alors que le tournoi a débuté hier, Amélie ? Tout se passe bien ? Mais tout va très bien, tout se passe bien. Les jeux sont arrivés, y compris Maria Sharapova, Marion Bartoli qui est là aussi, Lina qui va commencer tout à l'heure. Donc non, tout se passe bien. Tous les voyants sont au vert, on va dire. Donc 3 joueuses parmi les 10. J'ai regardé aussi un petit peu plus attentivement le tableau. Il y a 15 joueuses parmi les 50 premières. C'est un tableau assez dense. Est-ce que c'est difficile au jour d'aujourd'hui de réunir un tableau d'aussi haut niveau pour un tournoi WTA, Amélie ? Mais ça n'a pas été si facile que ça, parce que en fait, le positionnement de l'Open GDF Suez dans le calendrier annuel et mondial du tennis, c'est un petit peu compliqué, puisque c'est juste après l'Open d'Australie et la Fed Cup, donc il y a beaucoup de joueuses qui jouent pour leur pays, et avant la tournée au Moyen-Orient, Doha et Dubaï. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de demander aux joueuses de faire ce petit crochet par l'Europe. Certaines étaient déjà là pour les rencontres de Fed Cup, d'autres ont fait le détour, mais globalement c'est vrai qu'on est plutôt très satisfait du plateau cette année, mais ça a toujours été un tournoi quand même assez relevé, avec un plateau souvent assez dense. Radio Tennis Play. Oui, alors Amélie, aujourd'hui est un grand jour puisque ce soir, aux alentours de 20h30 à Coubertin, il y a votre grande soirée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette soirée à but caritatif pour l'Institut Curie? Exactement, c'est une soirée caritative, comme vous venez de le dire, pour l'Institut Curie, donc qui lutte contre le cancer, tant sur la recherche que sur le bien-être des patients. Et c'est vrai que moi, c'est une cause qui me touche de près et qui me tient vraiment à cœur, comme beaucoup d'entre nous malheureusement. Et du coup, on a essayé de faire un petit spectacle comme on a fait l'année dernière, une espèce de show où sur le court à Coubertin justement vont se croiser des anciens joueurs comme Henri Lecomte, Mansour Barami, Yannick Noah,
Moi, je serai sur le terrain aussi, Fabrice Santoro. Émilie, tu peux venir si tu veux, évidemment. Écoute, ça ne plus beaucoup, tu veux Émilie. que je tue le spectacle ou comment ça se passe? Quoique avec mon talent naturel, ça va le faire. Ah bah exactement. Et puis des artistes, il y a notamment Michel Larocque qui joue le jeu de nouveau cette année. Il y a Pascal Elbé qui sera là. Il y a Franck Dubosc qui va prendre la raquette aussi. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, je les remercie parce que c'est sympa de jouer le jeu. Ils sont pas dans leur élément. Et puis on va rire, on va sourire et on va passer surtout un bon moment pour une bonne cause. Donc voilà, ça va être sympa. Ouais, dimanche, vous allez également reprendre la raquette. Vous n'arrêtez pas parce que vous allez jouer un double de légende. Et quand je dis légende, c'est vraiment pas usurpé, parce que sur le court, il va y avoir Martina Hingis, Martina Navratilova, Monica Seles et vous-même. Ça fait un certain nombre de titres du Grand Chelem et de semaines passées à la place de numéro 1 mondial. Comment est né ce projet, Amélie ? En fait, c'est pour le 20e anniversaire de cet Open GDF 16, on a vraiment souhaité, tant avec IMG, qui est organisateur du tournoi, qu'avec le sponsor principal GDF 16, créer des événements un petit peu différents pour être à la hauteur justement de cet anniversaire. Et du coup, on a tous réfléchi, on s'est dit, tiens, ce serait sympa d'avoir des joueuses qui ont marqué quand même l'histoire du tournoi, qui se retrouveraient éventuellement le dimanche avant la finale, donc aux alentours de 14h. Et on a fait la démarche auprès de Martina Navratilova, Monica Seles et Martina Hingis. Toutes ont répondu présentes relativement rapidement. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on a été plutôt gâtés et je pense que ça va être vraiment sympa. Ce sera un double. On n'a pas encore déterminé le format équipes. Et le format Format double. Mais bon, vous allez jouer, je sais pas, vous allez jouer un 7, 2... On va jouer première équipe à 9, probablement tie-break à 8 partout. On est un petit peu dépendant de l'horaire de la finale, puisque on commence vers 14h15 et on doit finir vers 15h à peu près. Donc on verra, mais dans l'idée, c'est effectivement d'être première à 9 avec tie-break à 8 partout et pas d'avantage. Voilà. Romain, avez-vous une petite question pour Amélie ? Moi, j'ai une question pour Amélie qui concerne le tournoi proprement dit. C'est vrai que on dit souvent, dis-moi quel est ton palmarès et je te dirai quel tournoi tu es. C'est un palmarès exceptionnel, le GDF Suez. Quand on regarde, je pense qu'il n'y a aucun tournoi français, hommes et femmes confondus, qui égale en termes de notoriété ce palmarès-là, de Navratilova à Graf, j'en passe, c'est les meilleurs. Même Monica Seles est allée tout près puisqu'elle l'a perdu en finale. Et puis surtout des Françaises. Ce qui fait aussi la richesse d'un palmarès en France, avec Julie Allard, Nathalie Tauziat, Marie Pierce et évidemment toi, Amélie. Qu'est-ce que ça représente d'avoir derrière soi j'imagine que quand on dirige un tournoi comme ça, c'est important d'avoir cette histoire. Ça y est, c'est un tournoi qui a une histoire maintenant. Ouais, ça a une grosse histoire, et puis ça met un peu de pression quand même, parce que, mine de rien, on a envie d'être à la hauteur, quoi. On a envie d'être à la hauteur tout simplement des éditions précédentes, et c'est pour ça que très tôt dans l'année, on se réunit pour essayer de se dire qui est-ce qui va venir jouer le tournoi cette année, et essayer d'attirer d'une manière ou d'une autre les meilleures joueuses au monde, et je dois dire que c'est vrai que c'est plutôt sympa d'être à la tête de ce tournoi-là, parce que effectivement il y a que des grands noms en tant que vainqueur, et ça fait super plaisir. Mais ça met un peu de pression. J'espère que cette année on dérogera pas à la règle. Amélie, on peut peut-être passer quelques secondes à la Fed Cup et à ce qui s'est passé ce week-end à Bratislava, à savoir la défaite de l'équipe de France. Quel regard tu portes sur cette défaite qui doit évidemment beaucoup t'attrister, parce que tu es évidemment très, très attaché à l'équipe de France, une équipe de France qui pourrait, sait-on jamais, peut-être se retrouver en 3e division, parce que les matchs de barrage qui vont se dérouler en avril risquent d'être assez compliqués. C'est sûr que ça va être compliqué. Pour faire parler le cœur, moi c'est sûr que c'est difficile de voir l'équipe de France d'abord dans le groupe 2. C'était déjà difficile de voir cette équipe descendre l'année passée, et puis là se retrouver en difficulté encore une fois. J'ai l'impression, j'ai pas eu le temps trop ce week-end de suivre les rencontres, mais j'ai l'impression que le niveau de jeu était quand même au rendez-vous. Et malgré ça, forcément, quand il y a 2 top 20 en face, c'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est dur de constater qu'effectivement aujourd'hui, la France et cette équipe de France, elle
elle est dans ces eaux-là, quoi, groupe 2 et potentiellement encore groupe suivant, quoi. Bon, j'imagine que c'est une question qui reviendra, et Émilie, tu peux intervenir aussi si tu veux sur le sujet, parce que la Fed Cup, tu connais bien. Oui, je disais, c'est un sujet qui va toujours revenir sur le tapis. Le fait qu'un jour, vous aimeriez sans doute prendre le capitanat de cette équipe, Amélie? Oui, moi, j'ai jamais caché effectivement que c'était un poste qui allait m'intéresser. Je pense qu'il faut un petit peu de temps entre le moment où on prend sa retraite de joueuse et le moment où on se sent prête pour passer du côté du capitanat. Après, ça dépend pas que de moi. Je pense que... Mais l'envie est là, en tout cas. Ouais, l'envie est là. Après, les joueuses doivent avoir envie aussi. Et si elles ont envie, pourquoi pas? Qu'est-ce que Nico va avoir envie de faire à la fin de cette campagne? Je pense qu'il y a pas mal de questions. Et d'abord, je pense qu'il faut se concentrer sur ce match de barrage, parce que, mine de rien, ça peut aussi influer sur la suite. Et après, se poser les bonnes questions, quoi. Émilie, toi qui connais bien Amélie, est-ce que tu penses qu'elle ferait une bonne capitaine? Voilà, pas le choix, là, je l'écoute, donc elle a J'ai pas le choix, là, en direct, qu'est-ce que tu veux? Je suis obligée de dire bien évidemment. Non, mais c'est vrai que par rapport au palmarès, par rapport à l'expérience qu'elle a, que ce soit en simple ou en Fed Cup, bien sûr que l'avenir, c'est qu'elle prenne le capitanat. Après, c'est vrai qu'il y a quelqu'un en place, donc c'est délicat aussi de mettre Nicolas Escudé dehors, entre Bien guillemets. sûr. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué aussi, mais bon, il a quand même maintenu l'équipe de France en groupe mondial pendant pas mal d'années avec une équipe qui franchement était pas terrible. Là, c'est vrai qu'on est quand même au bord du gouffre de plus en plus. Alors pour revenir au week-end de Fed Cup, c'est vrai que c'est quand même pas simple quand on voit les problèmes avec Aravan Rezaï, etc., les problèmes de groupe. Donc forcément, ça a dû fatiguer nerveusement les filles ce week-end. Et c'est vrai que le plus surprenant, c'est qu'il ait fait jouer Alizé Cornet le dimanche, tout simplement. Après, c'est difficile, nous, de juger. On est à l'extérieur, donc c'est pas évident. Il faut être à l'intérieur. Mais c'est vrai que pour émettre un petit point d'interrogation, c'est quand même cette sélection assez surprenante le dimanche. Romain? Peut-être une question à Amélie. Est-ce que, comme tu n'as jamais caché, et tu viens de le répéter, ton ambition éventuellement de prendre les rênes de la Fed Cup, est-ce que, avant chaque rencontre, tu te mets un peu dans ta tête, dans la place du capitaine en te disant, tiens, si j'étais là, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'essaierais de convaincre Marion de jouer en équipe de France? Est-ce que je intégrerais plutôt une Caroline Garcia ou enfin, je sais pas, est-ce que tu réfléchis un petit peu comme ça ou tu préfères rester en retrait? Pas encore complètement. Après, moi, dans mon fonctionnement, je pense qu'il faut parler aux gens pour vraiment savoir exactement ce qu'il en est. On me posait la question hier soir justement sur Info Sport Plus, qu'est-ce que vous feriez en ce qui concerne notamment Marion? Je dis, mais moi, d'abord, je lui parlerai, quoi. Je lui parlerai. Après, j'en arriverai peut-être aux mêmes conclusions que Nicolas aujourd'hui, comme quoi, c'est pas possible d'intégrer Marion dans le groupe. Peut-être que on arriverait à trouver un autre fonctionnement qui permettrait de l'intégrer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop difficile pour moi de dire ce sera blanc ou ce sera noir, quoi. Enfin, je pense qu'il faut absolument parler à tout le monde. Et après, pour les jeunes, etc., c'est vrai que je suis pas trop, comme disait Émilie, autant sur la sélection des week-ends et tout, je me mets pas du tout dans cette peau-là encore, parce que il faut tellement être, je pense, proche des joueuses et dans le groupe pour savoir ce qu'il en est, que c'est trop difficile. On évoquera, vous ne serez plus avec nous à ce moment-là, Amélie, mais on évoquera un petit peu plus tard, nous, dans l'émission, la Coupe Davis. C'est vrai qu'on a aussi entendu votre nom concernant l'éventuel capitanat de Coupe Davis, puisqu'on sait que Guy Forget va arrêter cette année. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui là aussi, pourrait vous intéresser? De s'occuper des garçons? Non, mais on a entendu mon nom, effectivement. Moi, je pense que la vraie réalité, c'est celle qu'ils vont décider, quoi. C'est celle que les joueurs vont vouloir mettre en place. Il n'y a que ça, pour moi, de vrai. S'ils considèrent que je peux leur apporter des choses, peut-être sur le plan individuel, peut-être sur le plan du groupe, pourquoi pas. Mais je pense que le réalisme, c'est de dire effectivement que ce sont eux qui choisiront, quoi. Ce serait énorme. Ah oui, ce serait... Non, mais c'est vrai que l'idée est aussi peut-être née un petit peu avec, parce qu'il y a votre proximité avec Michael Laudrague. Vous avez aidé un petit peu Mika lors d'une courte période sur gazon. Donc je pense que l'idée a aussi fait son chemin via son biais, je pense.
écoutez, je sais pas s'il fait du lobbying ou quoi en ma faveur, j'en sais absolument rien et c'est certainement pas le but. Je crois que chacun doit, en tout cas la majorité de l'équipe aujourd'hui, doit se rallier à un nom. Et je pense que ce sera pas facile pour eux avec leurs différentes personnalités, avec le nombre de joueurs qui peuvent avoir leur mot à dire finalement dans l'équipe. Je pense que globalement, sans même parler de mon cas personnel, ça sera pas facile, je pense, pour eux de trouver un consensus sur un nom. Donc voilà, après, je pense qu'ils ont encore un petit peu de temps. Je pense que Guy aussi pourra certainement les conseiller. Je pense même que on n'est peut-être pas à l'abri de les voir demander à Guy de rester. Je sais pas, c'est assez ouvert, je trouve. Bon, Amélie, je sais que c'est pas facile parce que vous êtes la co-directrice du tournoi, mais est-ce que vous avez un petit pronostic? Alors, peut-être un petit pronostic de la spécialiste et puis un petit pronostic de cœur pour cet Open GDF Suez. Forcément, l'Open a toujours fonctionné avec les Françaises qui marchaient bien. Moi, j'ai vécu tellement de belles choses et de communion avec ce public que je me dis que forcément, on a envie de voir une Française aller le plus loin possible. Finale probablement de rêve entre Marion et Maria. Ça serait pas mal. Pour nous, ça serait fantastique, quoi. Amélie, merci beaucoup. On va vous libérer. Merci. Parce que Madame la co-directrice est débordée, beaucoup. évidemment. Merci. Et puis, Merci, à bientôt. À très bientôt, Amélie. Radio Tennis Play. Allez, on va enchaîner avec le bloc-notes de Julien Pichenet, notre mister statistique, notre mémoire, qui va essayer chaque semaine de vous dégoter les meilleures informations sur la vie du circuit, des informations qui vous ont peut-être échappé. Bon, on va récapituler, j'y arrive, les vainqueurs de la semaine sur le circuit. Allez, on commence par les messieurs, parce qu'il n'y avait pas de tournoi féminin la semaine prochaine, donc ça c'est réglé. Il y avait 3 tournois ATP, on jouait à Montpellier, et c'est le Tchèque Tomáš Berdych qui a remporté le tournoi, en battant Gaël Monfils, le Français, en finale. Alors Berdych, il n'a jamais réussi à gagner plus d'un tournoi par an, donc voilà, ça y est. C'est étonnant d'ailleurs. Pour 2012, ça y est, c'est fini lui. Hein. Il est en vacances. Il a fait son quota. Voilà. Il y a le Russe Mirai Youzhny qui se laisse pousser la barbe. Je vous invite à regarder quelle allure a Mirai Youzhny en ce moment. Cheveux rasés. Ah, j'ai pas vu. C'est le numéro 1 mondial des barbus. Là. Ça y est, c'est lui. Ouais, une grosse barbe. Il a remporté le tournoi de Zagreb, également en indoor. C'est le 8e titre de sa vie, le premier depuis 2 ans. Et puis on a également Juan Monaco qui a gagné le premier tournoi de l'année sur terre battue à Viña del Mar en battant Berloc en finale. Il avait perdu 7 finales de suite. Il gagne enfin un titre Monaco pour la première fois depuis 5 ans. On va aussi évoquer les trentenaires qui sont de plus en plus nombreux sur le circuit ATP. Et ça vous plaît, C'est un petit truc qu'on aime faire et qu'on fera peut-être régulièrement parce que la population dans le top 100 vieillit. On a fêté les 30 ans de Nicolas Mahut, le Français, et de l'Argentin David Nalbandian le mois dernier, en janvier. Ça fait donc 25 trentenaires dans le top 100. C'est extrêmement rare, évidemment, de voir une population aussi vieille parmi les meilleurs. Chez les femmes, il n'y en a que 8 des trentenaires dans le top 100. Voilà, c'est pour comparer un petit peu. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète, cher trentenaire Émilie Lillois? Il y a beaucoup de trentenaires sur le circuit? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de joueuses et de plus en plus de concurrence. Et quelque part, voilà, les joueuses arrivent à maturité plus tard. Mais la relève n'arrive pas. Tu vas pouvoir faire ton comeback, Émilie, non? Pas loin, pas loin. Écoute, je suis limite. J'ai beaucoup de boulot, je te le dis. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Ah, pas mal. Bah ouais, les champions français ont tous ramené leurs frères ces derniers jours. Il y a pas mal de joueurs français qui ont des petits frères, soit dans les profondeurs du classement ATP, ce qui est déjà pas mal, ou qui sont d'excellents joueurs de deuxième série. Alors curieusement, on a vu 3 frères début février. Ça n'a pas été fameux. Ils se sont tous fait écraser. Le petit frère de Julien Beneteau, Antoine, on n'en parle quasiment jamais. Il a fait les qualifs de Dallas, un tournoi Challenger. Il a été écrasé dès le premier tour par l'anglais Eaton. Il y a le petit frère de Kenny de Shepper, Geoffrey, qui est classé -4-6, qui lui a fait les qualifs du tournoi Challenger de Quimper. Il s'est fait battre 6-2, 6-0. Ah, vous êtes allé chercher loin. Hein. Par le fameux Alexandre Penaud. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui. Gaël, mon fils, a joué le double à Montpellier avec son petit frère Daryl, qui lui est classé 0, qui a aucun point ATP, qui joue au Levallois Sporting Club. Ils ont eu une wildcard. Ils ont été battus au premier tour par Davydenko Kunitsin 6-2, 6-1. Daryl, il a l'air original. Il a dit il y a quelques temps, je n'aime pas du tout le style de jeu de mon frère. Moi, je trouvais ça sympa qu'il dise ça. C'est pas le seul à pas aimer le jeu de Gaël, mon fils, mais c'est marrant quand même le regard critique qu'il peut avoir sur son frère. Et si vous êtes classé 0, que vous vous demandez ce que vous valez en double avec un joueur du top 15 à vos côtés face à 2 gars chevronnés du top 100, bah voilà la réponse, 6-2, 6-1.
dans les jambes. C'est quand même hyper dur, quoi. C'est quand même, tu peux faire un petit complexe quand même avec le frère. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Federer est désormais millénaire, si je puis dire. Ouais, l'info est passée un peu inaperçue alors que c'est quand même incroyable de jouer 1000 matchs en carrière. C'est ce qui est arrivé donc à Roger Federer en quart de finale de l'Open d'Australie. C'était contre Juan Martín del Potro qu'il a fêté cet anniversaire. Il est encore loin de Connors et de ses 1519 matchs. Ça, c'est le record dans l'Air Open du joueur qui a joué le plus de matchs. Mais il fait partie de ce tout petit club des joueurs qui ont joué plus de 1000 matchs en carrière. Et puis le premier grand miraculé de la saison est italien. Ah ouais, alors ça, j'adore cette histoire. J'espère que ça va vous toucher également. La performance de l'année 2012 pour l'instant a été réalisée. Toi qui étais en Australie, Romain. Aux qualifications de l'Open d'Australie, elle est signée Matteo Viola, joueur italien qui est classé 146e. On ne va pas le cacher, on ne connaît pas, très peu de joueurs. On croise son nom. Il a gagné un match en étant mené 5-0, 40-0 au 3e set. Et il a sauvé 9 balles de match. Ça arrive une fois tous les 5-10 ans, ce genre de retournement de situation. Voilà donc pour ce qui est de la perf de l'année 2012. Christophe, qu'est-ce que je viens de dire ? Dominique Herbati. Ah, encore un. Allez. Oui, il reste Dominique Herbati qui se prend un petit peu pour Charles Aznavour. On a trouvé un menteur à l'ATP, on en tient un. Le Slovaque Dominique Herbati, 34 ans, il avait été demi-finaliste à Roland-Garros en 99. Eh bien, il avait dit l'année dernière qu'il arrêtait sa carrière, comme Charles Aznavour. Il est revenu finalement comme Johnny, ces artistes qui n'arrivent pas à arrêter. Il a joué les qualifs d'Auckland en début d'année. Il faudra qu'il nous explique comment il peut jouer un tournoi alors qu'il a dit qu'il a arrêté sa carrière, Herbati. Bon, tant pis pour lui ou tant mieux pour les autres, je ne sais pas, on verra. Il y a Mouster qui a fait le coup l'année dernière. Il a fait 15 fois ses adieux. Radio Tennis Play. Allez, deuxième grande thématique de ce premier numéro de Radio Tennis Play, la Coupe Davis et ce Canada-France qui va débuter vendredi à Vancouver. Alors, est-ce que c'est le match de tous les dangers ou pas pour l'équipe de France? Arrêtez les journalistes, mais arrêtez, vous êtes fatigants avec vos trucs là. Est-ce que ces matchs des grands dangers, ils jouent quand même deux peintres? Deux peintres. Ça joue très très bien, mais il faut regarder quand même l'équipe qu'on a en face. Certes. Nous, on a quand même une équipe qui tient quand même la route, mais grave. Et on est en train de paniquer parce qu'il y a Milos Raonic qui, certes, est un espoir. J'exagère quand je dis ça, mais il est que 25e. Ça reste un bon classement. Quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à l'équipe de France. Tous les joueurs sont dans le top 20 et certains dans le top 10. Donc à un moment donné, il y en a 2 sur les 4. Eh ben, c'est pas tous. Et tous, mais tu prends les classements, on est quand même bien au-dessus. Non, mais déjà, on le deuxième, le numéro 2 quand même canadien perd quand même sur Guillaume Ruffin la semaine dernière. Ouais. 6-4, 6-4. Bon, Émilie, tu comprends bien. Non, mais il y a un moment donné, si on commence à être en panique sur le Canada, faut arrêter. Ouais, si la question ne se posait pas de savoir si c'est un match piège ou pas, on n'aurait pas choisi de faire un débat. Là, en l'occurrence, on fait un débat. Non, mais... La Coupe Davis est une épreuve centenaire. Émilie, je t'invite à revisiter un petit peu l'histoire de cette épreuve magnifique. Il y a eu quelques matchs pièges dans l'histoire. Je les ai déjà checkés parce que la semaine prochaine, on va évidemment revenir sur la défaite de la France face au Canada et on évoquera en parallèle la déroute face à l'Inde en 93, celle face au Brésil en 2000 ou celle face au Paraguay en 85. Et ça fera partie de ces déroutes-là. Effectivement, ça sent gros comme une maison de match piège. Pourquoi ? Pour plein de raisons, Émilie. Pour plein de raisons que je peux t'énumérer si tu veux. J'en ai relevé 14 des raisons qui font que la France doit se méfier des Canadiens. Bon, tu vas nous les énumérer peut-être un petit peu rapidement. Plus tard. Alors, Monsieur Romain Lefebvre, est-ce que vous avez le sentiment que ça sent mauvais cette affaire ? Avec le fait que notamment Gaël Monfils arrive un petit peu en retard. Elle a vampirisé tout le monde, Émilie Loire, avec son optimisme. Non, moi je vois pas du tout un match piège. Je vois simplement une petite alerte. Il faut être vigilant parce que à la Coupe Davis, on sait que c'est génératrice de surprises. Mais non, je pense pas qu'il y ait de gros dangers. Raonic a montré quand même quelques limites. Moi, je l'ai bien observé contre Hewitt à l'Open d'Australie, sous la pression, avec un enjeu. Voilà, il était en route pour une deuxième semaine dans un grand chelem. Et bon, il a montré quelques limites mental, j'allais dire. Bon, là, il va être sous la pression de son public, en Coupe Davis, c'est lui qui tient la baraque, il est quand même jeune encore, il faut lui laisser le temps de mûrir. Il va avoir en face de lui Tsonga qui est, pour moi, invaincu en Coupe Davis, même s'il a perdu une fois contre Nadal, mais je considère que c'est une défaite normale. Enfin, tout le monde perd contre... tout le monde perd contre Nadal en Coupe Davis, donc je veux dire, c'est pas non plus un échec, surtout sur terre battue. Donc, ce que je veux dire, c'est, bon, voilà, il va avoir Tsonga, le bulldozer en face,
et éventuellement mon fils qui peut faire n'importe quoi quand il est seul en tournoi, mais avec un capitaine sur la chaise, il fait pas n'importe quoi, mon fils. Donc je suis quand même assez confiant pour les simples, en considérant que Pospisil matin et soir entre les repas n'est pas du tout un danger. Pospisil, c'est le nom du numéro 2, il faut préciser. Voilà, le numéro 2 canadien. Voilà. Qui est Vasek 120e À ne pas mondial. confondre avec Prinosil qui est aussi à prendre entre les repas parce que ça crée des maux de gorge. Pas ancien plus joueur de allemand. 5 cachets par jour. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Alors, Julien, alors, justement. Je vais aller dans Qui votre veut nous sens. faire trembler. J'ai pris quelques notes, je vais aller dans votre sens. C'est vrai que le Canada, c'est peut-être la plus petite équipe du groupe mondial en ce qui concerne le prestige. 3 joueurs parmi les 200 meilleurs mondiaux. Tu te contredis en l'espace de 5 minutes. Mais non, mais écoute, laisse-moi terminer, Émilie. On ne peut pas en placer une sans se faire contredire. Ils n'ont pas gagné un match dans le groupe mondial depuis 1913, le Canada. Émilie, donc là je te vois sourire, mais attends, parce qu'après tu vas faire une autre tête. Cela dit, ils ont failli battre la Suède de Stefan Edberg en 92. Bon, mais il y a beaucoup de personnes qui ont failli. Ouais. Moi aussi, j'ai failli faire plein de choses et qu'au final, tu vois. failli Toi gagner aussi, Roland t'as Garros. failli. Moi, t'as raison, bon. j'ai failli. Et ils ne gagnent pas une seule rencontre. Il y a des périodes de 20 ans, ils n'ont pas gagné une seule rencontre. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs canadiens. Ils ont failli avoir un énorme joueur avec Rusedski dans les années 90, mais il est parti pour se naturaliser anglais en 95, etc. Bon, mais c'est vrai que le numéro 2 canadien, Vasek Pospisil, 21 ans, fait peur à personne. Je pense que même Alizé Cornet pourrait lui prendre un set. Oula, sa caricature sévère. Non, mais tu regardes les meilleurs résultats qu'il a eu cette année, c'est en qualif à Chennai quand il a battu Jaya Prakash ou Nebun Cheniaz, 2 joueurs indiens. Non, mais je suis quand même très inquiète pour l'équipe de France. C'est un joueur en devenir. Non, mais est-ce que vous ne pensez pas tous que cette rencontre fait un petit peu, passez-moi l'expression, mais allez, emmerde un petit peu quand même les joueurs français, j'emploie des gros guillemets pour dire ça. Cette rencontre de Coupe Davis est coincée dans le calendrier entre 2 tournois français, début février, il faut aller à Vancouver, c'est à Perpète, il y a 9 heures de décalage horaire, Gaël Monfils arrive complètement décalqué parce qu'il a 12 heures d'avion, il vient de jouer la finale à Montpellier, etc., etc. Non, mais ça commence comme ça un match piège. Non, mais c'est quand même le job des joueurs de tennis, c'est quand même de bouger. Alors certes, ça ennuie tout le monde parce que c'est en début d'année, c'est juste après l'Open d'Australie. Les Canadiens, ils sont chez eux, peinards, avec leurs amis. L'année va être difficile, va être longue parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Maintenant, ça fait partie du job. Ils vont pas être saoulés d'aller jouer le Canada en sachant qu'ils jouent quand même le titre. Et puis, à un moment donné, ils ont quand même l'équipe pour aller au bout. Jouer le Canada, pour moi, mais c'est un cadeau énorme. Ouais, en quart de finale, il y a les États-Unis ou la Suisse. La plus faible du groupe mondial. Ils peuvent faire une croix sur cette Coupe Davis 2012 déjà, les Français. Mais c'est pas grave s'il y a une défaite. Arrête d'être français négatif. Le Français, il a même pas commencé la compétition, il a déjà perdu. C'est pour ça qu'on n'arrive à rien. Mais je peux penser quand même ce que je veux, non, Émilie, sur le. Bah ouais, mais regarde, tu es en train d'énumérer certaines choses. Et je sais pas si tu es au courant qu'il y a un gars dans l'équipe canadienne qui s'appelle Daniel Nestor, Monsieur Daniel Nestor, Nestorovic, un des plus grands, voilà, qui n'est pas un Canadien pur souche, mais qui est un des plus grands joueurs de double de ces 30 dernières années. Il a 39 ans. Il a 39 ans, il est né en 72, voilà. Il est un déambulateur. Il gagne. Mais il a des statistiques en Coupe Davis qui sont assez remarquables. Le mec a perdu 4 matchs dans sa vie en 20 ans en double. Il a perdu 2 matchs ces 15 dernières années. On peut considérer que le point. Mais laissons-leur le point du double. Voilà, on leur laisse le point du double. On leur laisse le point du double. On va leur mettre 4-1. Et si Raonic gagne un de ses 5. La France gagne rarement ses matchs de Coupe Davis sans gagner le double. Attention. C'est vrai. Merci Christophe. Non, mais moi je dis attention au match piège. Et en plus, non, mais je parlais des déplacements. Est-ce que vous savez quand est-ce que la France a gagné pour la dernière fois un match sur le continent américain ? Bah oui, ça, c'est une bonne question. Ah bah elle soupire, c'est une ancienne joueuse, elle n'aime pas les statistiques, machin. Bah oui, j'ai des statistiques. Moi, je suis un petit homme d'affaires, j'arrive avec ma veste, j'ai des statistiques. Bah c'est comme ça, j'ai des statistiques parce que souvent. Alors, la dernière victoire française sur le continent nord-américain. Remonte loin. Mais oui, ça va être les mousquetaires. Non, mais je veux dire, les statistiques, tu peux toujours trouver des statistiques qui vont aller à l'encontre de l'équipe de France. C'était il y a 30 ans. À chaque fois qu'on va jouer, fouiller au fin fond des tiroirs, on va jouer les Américains, on perd. On va jouer le Paraguay, on perd. On rentre avec des mauvais souvenirs. On a battu l'Argentine en Argentine. Il y a longtemps. Oui. Bon, c'était le continent sud-américain. Il y a longtemps. Voilà. C'était en 82. Absolument. Ça fait 30 ans. Yannick Noah et Gilles Moreton. Voilà. Ça fait 30 ans. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Et en plus, où en est Gaël Monfils ? Non, mais pour moi, c'est vraiment dans les avions. Mais ça, pour moi, c'est vraiment ça la question. C'est si Gaël Monfils n'est pas aligné en simple, est-ce que ça peut pas être le début d'une histoire qui tourne mal, parce que ça veut dire que il va falloir aligner ou Julien Beneteau ou Mickaël Audra ensemble. C'est pas mal d'avoir comme commande de secours Julien Beneteau et Mickaël Audra. C'est pas mal, mais finaliste à Sydney. Ils vont bien rigoler. C'est rapide. Enfin, je vois pas. Même si effectivement Gaël Monfils part, il dit qu'il est blessé. Enfin, à l'Open d'Australie, il était blessé, il était au plus mal. Là, à Montpellier, il était quand même blessé au plus mal, mais bon, il fait quand même finale. Il fait 3-7 sur Berdy.
verdige, donc il est quand même pas si mal que ça. Il est frais comme un gardon. Voilà. Non, c'était ironique, ce que j'aime bien. Un petit peu diplomatique. Là, il part là-bas. Le point d'interrogation, c'est effectivement comment se sent-il physiquement. Après, s'il joue pas, il y a Beneteau derrière. Et s'il joue et qu'il abandonne en plein match parce que la blessure se réveille. Mais alors et alors et il perd un point. Derrière, il y a Joe. Joe, c'est quand même une valeur sûre. C'est pas grave de perdre un point en Coupe Davis. C'est quand même incroyable. Ça, c'est typiquement français. C'est journaliste. On va suivre le match ensemble, ça va être sympa. La petite bébête. Non, mais au-delà de ça, tu parlais tout à l'heure de l'envie ou pas d'aller si loin, décalage horaire, etc. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Les Français, aujourd'hui, il faut bien qu'ils sachent une chose, et c'est pas leur faire tort que de le dire, c'est qu'ils n'ont aucune chance aujourd'hui de gagner un grand chelem. On est d'accord. Avec le Big Four, les portes sont fermées. Impossible. Battre un concours de circonstances. 2 ou 3 des 4 gros en grand chelem, c'est aujourd'hui impossible. Ça a été prouvé à l'Open d'Australie et ça le sera prouvé à mon avis toute l'année. Donc sur quoi ils doivent se rabattre sur quoi ils doivent se rabattre pour se construire un palmarès digne de leur talent, parce que ce sont de très bons joueurs. Dignes de leur talent, c'est la Coupe Davis. En dessous des grands chelems, c'est la Coupe Davis, surtout en France où il y a une importance il y a une vraie tradition. Énorme, une tradition. Et en plus de ça, pour l'image, pour la trace laissée dans le palmarès français, gagner une Coupe Davis, c'est très important. Je pense qu'ils ont tous pris conscience de ça, et c'est pas du tout une corvée pour eux d'aller jouer à Vancouver, malgré le décalage horaire, malgré tous les impondérables de la vie de joueur de tennis. C'est là-bas qu'ils vont aller chercher leur Graal, et leur Graal, c'est gagner la Coupe Davis, et ce serait le plus beau cadeau à faire à Guy Forget pour sa dernière année. Je pense qu'ils ont pris conscience de ça, mais peut-être à des degrés différents quand même. Il y en a qui sont sans doute peut-être un peu plus investis et plus touchés par la Coupe Davis, notamment de Tsonga, évidemment. Pour Richard Gasquet, c'est peut-être une autre histoire. Il n'est pas dans l'équipe là, mais bon. Gaël, il sait que. Mais après, Tsonga entraîne les autres vraiment. Ouais. Mais je pense que Gaël, il est parfaitement, il est dans sa logique à lui. C'est quelqu'un qui est un petit peu à part. Il est un peu, il est un peu spé, comme on dit. Mais dans sa logique à lui, c'est une priorité, même s'il a joué à Montpellier. Ça ne le gêne pas de jouer une Coupe Davis juste après un tournoi où il a été finaliste. Bon, on verra donc la semaine prochaine s'il y avait des raisons d'être optimiste ou pas, ou pessimiste comme l'était Julien. On va clore ce deuxième débat sur l'antenne de Radio Tennis Play. Radio Tennis Play. Vous écoutez Radio Tennis Play, c'est la première émission de ce nouveau média consacré 100% au tennis. Et pour cette première, autour de la table avec moi, Romain Lefebvre, de la rubrique tennis de l'équipe. Il en est même le responsable. Émilie Loy, à ma gauche, qu'on ne présente plus, et Julien Pichenet. On va passer à notre deuxième bloc-notes dans cette émission. Et cette fois, c'est moi qui m'y colle, avec quelques petites infos sur les coulisses du circuit. Vous réagissez évidemment si vous en avez envie. Une retraite pour commencer, elle était passée un petit peu inaperçue, c'est celle de Peter Lundgren, l'ancien coach de Rios, de Marat Safin, de Roger Federer, et qui était coach de Stanislas Wawrinka. Il a quitté le circuit, l'entraîneur suédois, il s'est installé à Houston, dans un club, où il va devenir coach tout simplement. Donc c'est un petit peu étonnant. Alors c'est une bonne info, je peux rebondir dessus, puisque je ne sais pas si vous avez un peu suivi dans l'équipe les suites de la défaite de Tsonga. Il est apparu à beaucoup d'observateurs, et notamment à nous à l'équipe, que Tsonga avait besoin d'un coach. Et c'est étonnant parce que Peter Lundgren faisait partie de la liste cachée qu'on avait dressée en se disant vers qui pourrait aller Tsonga. Il faut quelqu'un qui a quand même une renommée, un palmarès. Et on se disait justement que Peter Lundgren pourrait faire partie de ce choix. Donc c'est intéressant que c'est... Non, c'est marrant de se retirer comme ça aux États-Unis, de quitter le circuit après. Il avait un look incroyable, Lundgren. Il ressemblait à Borg avec ses cheveux longs. Il se retire, mais combien de temps? C'est vrai que ce sont des retraites, des pseudo-retraites, parce qu'il va continuer quand même dans un club de tennis, à mon avis. Il n'est pas très stable. Il a été chez Mouratoglou pendant 6 mois. Ce genre de personne, à mon avis, si demain il a un gros challenge, un coup de fil. Il peut, à mon avis, il peut repartir. Le saviez-vous, mais on n'arrête plus André Agassi dans sa reconversion. Après avoir ouvert avec le succès que l'on sait une école à Las Vegas,
l'Agassi Prep School, eh bien, l'ancien numéro 1 mondial a inauguré un 2e établissement à Philadelphie. Alors je précise bien que ce sont des écoles. Hein. Pour la France, en gros, ce serait du CP à la 6e. Ce ne sont pas des écoles de tennis. Et Agassi a trouvé de nouveaux financements pour poursuivre cette aventure. Et il a comme projet d'ouvrir 75 autres établissements. Et cela pourrait concerner 40 000 élèves. Alors je crois qu'en termes de reconversion, on peut vraiment dire chapeau bas à André Agassi et à la façon dont il s'est investi vraiment dans un travail qui lui prend un temps complet. Ça ne vous fait pas trop réagir, la reconversion d'André Agassi? Non, c'est intéressant. C'est ce que je voulais que je vous dise. Non, mais moi, je suis assez impressionné. C'est pas une reconversion. Je prête mon nom à une association et puis voilà, je suis là de temps en temps. Non, il est vraiment complètement investi. Mais c'est vrai que je suis. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est un personnage qui a eu une enfance assez difficile. Oui, il y a une histoire à tout ça. Il y a absolument. une histoire et c'est certainement pas innocent s'il s'investit autant auprès de l'enfance. Donc. Mais c'est plus, moi j'ai été fan vraiment d'Agassi plus jeune et je sais pas, toutes ces déclarations, ce qu'il s'est dit enfin là, avec la sortie de son bouquin, mais un peu, voilà. Refroidi. Ouais, complètement. Alors ça ne concerne pas que le tennis, mais aussi le tennis. L'Agence mondiale antidopage a annoncé que pendant les JO de Londres, elle mènerait la plus grosse opération de lutte antidopage jamais réalisée pendant un grand événement en nombre de tests effectués. Donc on verra bien si ça, de se justifier, ou si ça a un effet sur les participants du tournoi olympique. Mais en tout cas, cette communication a été faite aux joueurs. Et voilà, de leur dire attention, ça va être très très serré pendant les JO. On surveillera ceux qui déclarent forfait. Non, mais ils ont besoin de se justifier. Ou ceux qui gagnent plus un match d'ici là. Rien, c'est ça. Ou pas grand-chose. Ils doivent peut-être faire peur. Peut-être. Le tournoi d'Indian Wells, qui se déroule en mars prochain, va devenir le premier tournoi mixte ATP WTA à offrir, Émilie, ça va te plaire, le même prize money au gagnant comme à la gagnante. Voilà, ça n'avait jamais été fait sur un tournoi ATP et WTA, c'est le cas dans les tournois du Grand Chelem. Et le gagnant comme la gagnante de ce tournoi repartira avec $1 million. Quel scandale. Parce qu'en fait, parfois, c'est vrai que c'est le même prize money général, mais la répartition est faite différemment. Absolument. Bon, faut savoir qu'Indian Wells et Miami, ces deux tournois américains se rêvent un petit peu en 5e Grand Chelem. Ils ont toujours essayé d'avoir des initiatives pour se rapprocher des tournois du Grand Chelem. Et ils avaient envisagé cette année, en tout cas le tournoi d'Indian Wells, avait envisagé cette année de monter un tournoi de mixte. Mais cette initiative finalement a été repoussée. Alors, c'est le meilleur tournoi de la saison. C'est ton tournoi préféré? Indian Wells? Ah oui, c'est le bonheur. Moi, je trouve que c'est le pire. T'es dans le désert, t'as rien à faire. Mais c'est beau, les montagnes rouges, le ciel bleu, c'est magnifique, c'est reposant. Non, Miami, c'est quand même plus festif, t'as quand même beaucoup plus de choses à faire. Superficiel. Si tu perds pas au premier tour, Émilie, t'as des choses à faire. Non? Si quoi? Si tu perds pas au premier tour, t'as des choses à faire. Oui, mais enfin bon, ça dure 10 jours, tu sais. Bah ouais, alors, ça dépend à qui tu parles. Je t'ai envoyé une pique, mais tu l'as pas vu venir. Toi, ça aurait été ton rêve de jouer sur le circuit, c'est pour ça, t'es un peu. Je suis complètement aigri, moi. Je suis le plus aigri de nous tous, là. Ouais. Allez, quelques infos matérielles pour les fans des raquettes et des différentes tenues. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais John Isner est désormais habillé par Lacoste. Alors c'est un petit partenariat étonnant, mais pas tant que ça, puisque John Isner a joué ce fameux match contre Nicolas Mahut qui évidemment était aussi habillé par Lacoste. Donc les deux hommes qui sont un petit peu liés à jamais par ce match sont désormais équipés par la même marque. Stanislas Wawrinka, qui lui était chez Lacoste, est passé chez Yonex de la tête aux pieds. Chaussures, raquettes, vêtements. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon petit magasin? Marion Bartoli, qui en fin d'année a signé son premier contrat textile. Alors ça, c'est une histoire un peu incroyable, puisque la numéro 1 française, depuis des années, n'a pas de contrat textile. Elle était équipée par Nike, mais elle n'avait pas de contrat en tant que tel. Ce qui est quand même assez incroyable pour une joueuse qui était numéro 1 française, qui fait partie des 10 meilleures joueuses du monde. Elle a enfin un vrai contrat textile. Marion Bartoli, c'est assez étonnant. C'est incroyable même. Mais bon, après, il faut savoir, il faut connaître les tenants, les aboutissants. Ça se trouve, elle était gourmande par rapport à ce qu'on lui proposait. C'est vrai qu'en tant que numéro 1 française, il est quand même logique aujourd'hui de l'avoir habillée. Et puis pour finir avec deux autres petites infos matérielles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Américain Sam Querrey joue désormais avec des raquettes Babolat, et Feliciano Lopez, le bellâtre du circuit, est désormais habillé par
Wilson. Dernière petite information, un petit peu vintage, car ce sera un petit peu le cœur de Tennis Play. Jimmy Connors fait son retour, figurez-vous. Bon, pas sur le grand circuit évidemment, mais sur le Senior Tour en Europe. Jimbo participera au tournoi de Zurich, du Senior Tour du 20 au 24 mars, en compagnie de Henri Lecomte, Tim Henman, Marat Safin, Marc Philippoussis. Jimbo, il a 59 ans quand même, donc il va pas rigoler avec Lecomte, Henman, Safin et Philippoussis. Ce retour n'est pas innocent, Christophe. Tu sais pourquoi ? Je t'écoute. Car il va avoir 60 ans en septembre et il va sortir sa biographie, son yes. autobiographie. On Ça, c'est excellent. Ah oui. J'étais pas Il au va courant. sortir aux États-Unis pendant l'US Open, avant l'US Open. Et Oui, donc il remonte le bout de son nez. C'est un début de tournée promotionnelle, ce retour sur le circuit senior. Rien n'est fait au hasard. Ah. Eh oui. Rien. Est-ce que Jimmy Connors ne sera pas langue de bois dans sa biographie? On l'espère. Faut Parce qu'il a des choses à raconter. Qu'il ait C'est plus impossible, de choses à raconter dans son livre que sur Twitter. C'est impossible, Christophe. C'était quand même le mec qui disait ce qu'il voulait, quand il voulait, à qui il voulait. Il a fait ça pendant 20 ans. Mais il était plus jeune, il va avoir 60 ans. Même à tu 40 vois. ans, en 91 à l'US Open, quand il dit des choses vraiment pas très gentilles à l'arbitre, personne ne dit rien, personne ne bronche. On laisse faire, monsieur Connors. Ah ouais. Allez, Julien, je te coupe car on doit avancer. Radio Tennis Play. Allez, on passe à l'effet rétro dans ce premier numéro de Radio Tennis Play. L'effet rétro, il est évidemment signé Julien Pichenet. Chaque semaine, on fera un petit retour en arrière pour évoquer un grand moment de l'histoire du tennis. C'est évidemment donc Julien, je vous le disais, qui va s'y coller, notre mémoire vivante. Alors Julien, on revient en arrière, mais pas tant que ça. Direction 1993 et un endroit un petit peu particulier pour jouer au tennis, le Zénith de Paris. Bah ouais, 1993, c'est l'année de la première édition de l'Open Gaz de France. Et on n'était pas porte de Saint-Cloud, mais porte de Pantin à l'époque, pour les premières éditions sur un cours tout bleu. J'aime bien déjà commencer par resituer un petit peu le contexte. Février 93, Jim Courier vient de gagner l'Open d'Australie. Il y a l'équipe de France de foot qui cherche à se qualifier pour le mondial 94 et qui affronte Israël. Et il y a le tennis qui est en deuil avec Arthur Ashe qui nous quitte quelques jours avant cette première édition de l'Open GDF. Donc le tournoi se joue au Zénith, port de Pantin sur une surface toute bleue. C'est Jacques Dorfman qui avait repris un petit peu la profession pour arbitrer cette finale. Navratilova a 36 ans à cette époque et Céleste en a 20. C'est elles qui sont les têtes d'affiche de cette première édition et c'est elles qui vont se retrouver en finale. Alors Céleste, Monica Céleste, elle gagne tout à l'époque. C'est déjà une légende à seulement 20 ans. Elle est alors invaincue à Paris depuis 1989. Donc elle est restée 4 ans invaincue dans la capitale. Les deux joueuses ont écrasé tout le monde pour arriver en finale. Il y avait un beau tableau avec Martinez, Novotná, Pierce. Elles ont gagné à chaque fois avec des scores incroyables, des 6-1, 6-2, des 6-2, 6-0 en pagaille. Et c'est la plus âgée qui a gagné, Martina Navratilova. 7-6 au troisième, elle a épaté tout le monde. La finale est magnifique. D'un côté, il y a Martina qui est tout le temps au filet, évidemment, l'attaquante, et de l'autre, Céleste qui envoie des missiles en passing. Et à la fin du match, Céleste, c'est même plus des hurlements. Alors on a beaucoup parlé des cris de Lazarenka à l'Open d'Australie, mais il faut quand même se rappeler que Céleste, au niveau des décibels, c'était quelque chose. Et à la fin du match, je ne sais pas si elle a déjà crié plus fort que ça sur un court, parce que le match lui a échappé. Navratilova a gagné, mais Navratilova avait besoin à chaque fois de 6-7 volées pour terminer le point. Et il y avait des hurlements, mais invraisemblables. Vous vous souvenez, on disait c'est marrant, j'ai pas ce souvenir. Ah, invraisemblable. J'y étais. On disait qu'elle criait Mais il y a une Henri. différence avec Azarenka ? C'est pas du tout les mêmes cris, c'est plus strident, Céleste. On disait, pour se moquer, qu'elle criait, qu'elle appelait Henri à chaque fois. Vous vous souvenez de ça On se moquait. Tu arrives à imiter, Émilie, le cri de Céleste? Parce que moi, je peux pas, j'ai les cordes vocales qui... Non, je peux pas imiter les cris de Céleste en appelant Henri. Je suis Vas-y, Julien. Ça va faire bizarre. Vas-y. Ça va faire bizarre. Vas-y. Non, mais je peux vous faire Connors, McEnroe, Lecomte, mais Céleste, je vais me faire saigner la bouche, là. Et ça a été l'un des derniers titres de Navratilova, le 163e. Ça paraît totalement irréel de dire ça, 163e titre. Est-ce que vous voulez que je vous parle du bandeau qu'avait Martina Navratilova dans les cheveux ce jour-là? Parce qu'en voyant les images, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est un bandeau, je tairai la marque, mais bleu avec des losanges. Mais personne n'oserait jouer avec ça aujourd'hui, quoi. Genre, on avait ça sur nos grands-parents avaient ça, des torchons dans les résidences secondaires dans les années 70. Quoi. Elle a mis ça. Tiens, voir si vous êtes de bons connaisseurs en Céleste. Elle qui changeait de coiffure tous les 3 mois à l'époque, elle faisait toujours très attention à son look. Où en était-elle en février 93? Quelle couleur de cheveux et quelle...
Quelle coiffure. Alors, je crois qu'elle était plutôt blonde et les cheveux courts. Ah bah, alors là, pas du tout. C'est quand même très intéressant de savoir quand même la coupe de cheveux de Monica Seles à l'époque, quoi. Bah, elle changeait tout le temps. C'est quand même une diva. Non, mais c'est important par rapport à son jeu, tu vois. Ouais. C'est important. Par contre, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble parce que c'est quand même quelqu'un qui a complètement disparu de la planète tennis. Et je suis très impatient de la revoir au GDF. Nous allons la voir dimanche. Ouais, là, j'ai vraiment hâte parce que c'est. C'est quand même un personnage. Elle est plus jolie qu'il y a 20 ans. C'est un personnage quand même. Ah, c'est un personnage formidable et c'est le dernier tournoi. Elle avait les cheveux noirs, un noir d'ébène avec un chignon blanc. Bon, je suis complètement aux fraises. C'est le dernier tournoi qu'elle joue avant le tournoi d'Hambourg, le fameux tournoi d'Hambourg en avril 93, quand un déséquilibré allemand a choisi de venir la poignarder par surprise pendant un changement de côté. Après, la phase du tennis en a été changée, on peut le dire comme ça, parce qu'elle semblait partie pour gagner tous les grands tournois pendant toute la décennie 90. Elle gagnait absolument tout à l'époque, sauf à Wimbledon. Et donc, ce tournoi est arrivé juste après. Il y a eu cette défaite contre Navratilova. L'Open Gas de France, finale magnifique, il faut le rappeler. Peut-être l'une des plus belles d'ailleurs de l'histoire de l'Open GDF, Émilie, non ? Sûrement, si tu le dis. Sans doute. En tout cas, c'est une finale. C'est une finale pas du tout, mais c'était dans les années 2. Tu vois, toi, c'est ta référence. Tu vois, moi, je suis plus dans les années 2000. Attends, c'est les années, tu avais 14 ans, tu commençais à t'intéresser au tennis pro, non ? Un petit peu à cette époque-là. Tu étais classé combien à 14 ans ? Je me souviens plus, attends, 14 ans. Tu te souviens que tu as été joueuse de tennis ? Mais en fait, tu sais, il y a une grosse différence entre toi et moi, c'est que moi, j'adore être actrice. Non, attends, je vais raconter. Toi, t'aimes bien être spectateur, etc. Tu vois, donc je te laisse faire parce que tu le dis très bien, tu le racontes très bien. Toute la semaine. J'ai une anecdote formidable. C'est vrai qu'il a des anecdotes des années 2. Ah, mais j'ai une anecdote formidable sur Émilie. Précisez à ceux qui nous écoutent. Tu le fais très très bien. Précisez à ceux qui nous écoutent qu'on discute assez souvent tous les jours de tennis. Et un jour, je t'ai demandé si tu avais déjà joué Monica Seles. Tu m'as répondu non, Seles, non. J'ai vu que ma question t'emmerdait. Non, Seles, j'ai jamais joué. Laisse-moi tranquille. Je regarde évidemment tout de suite sur WTA Tour sur Internet les confrontations Seles-Lois et je vois que tu as joué Monica Seles en Grand Chelem en Australie. Écoute, je l'avais occulté. À la fin des années 90. Comment peut-on oublier qu'on a déjà joué contre Monica Seles ? Je suis d'accord avec toi. Là, c'est honteux. Et tu m'as dit pareil pour Navratilova. Et Navratilova, tu l'as joué en double en fait. Non, mais ça j'ai pas pu. Non, ça tu dis n'importe quoi parce que Navratilova, si tu veux, je suis complètement fan de Navratilova. J'ai pas pu te dire un truc. Tu te souviens même pas que tu as joué contre elle, quoi. Contre Seles ? Bah les deux. Non, Navratilova, je m'en souviens bien évidemment. Non, ça c'est pas vrai. Là, tu mens. Bon, merci Julien pour ce petit retour en arrière. En tout cas, cette finale de l'Open Gas de France ou Open GDF Suez pour prendre son nom d'aujourd'hui, c'est un match que vous pourrez prochainement revoir sur Tennis Play, cette finale 1993. Radio Tennis Play. Allez, je passe maintenant la parole à Émilie. Chaque semaine, elle nous livrera ses humeurs du moment. Émilie, elle est un petit peu comme le professeur Rollin. Vous avez vu, elle a toujours quelque chose à dire. Émilie, tu voulais revenir sur le retour à la compétition d'un des plus sympathiques joueurs du circuit, à savoir Paul-Henri Mathieu. Jeune, même si il est jeune. Non, il vient d'avoir 30 ans. C'est Paul-Henri. Non, c'est vrai, coup de cœur vraiment pour son retour après son énorme opération. Il lui a quand même redressé la jambe, ce qui n'est pas rien. En ayant discuté avec lui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'appréhension avant de revenir sur les cours. Il y a de cela un mois et demi, il déclarait qu'il pouvait jouer à 100%, mais seulement jusqu'à un niveau de moins 30. Après, au-delà, il y avait beaucoup de peur, et de le voir comme ça évoluer à Montpellier, je trouve de belle manière. Je trouve avec une manière d'être. Il fait beaucoup plus sympathique, beaucoup plus loquace, beaucoup plus souriant qu'il ne l'était auparavant. Il fait beaucoup plus ouvert. Donc je pense que cette interruption lui aura peut-être fait beaucoup de bien. Donc j'espère que ce retour va durer longtemps et j'espère qu'il va revenir à un niveau très sympa. Et puis chapeau quand même pour dès son deuxième tournoi, battre un joueur du top 100 quand on a eu une opération comme ça et était éloigné des cours pendant presque 15 mois, je crois, c'est ça. Vraiment chapeau. Et surtout, c'est pas la première fois. Et voilà, chapeau parce que quand même, qu'est-ce qu'il a enduré. Ouais. On se souvient tous de l'image de Muster assis dans une chaise tapant des balles à l'entraînement. Lui, il a fait pareil avec les deux genoux quand il était chez Bollettieri, quand il était ado. Il en a vraiment bavé entre le poignet et les abdos, aussi. Bien sûr. Donc il a un parcours de blessures, un parcours d'hôpitaux qui est absolument dantesque. Et à chaque fois, le fait de revenir, c'est quand même un sacré tempérament. Tu as connu ça, toi, Émilie, des périodes vraiment longues où tu as été blessée, genre dans 6 mois ou un petit peu plus pour revenir, ou tu as été épargnée par ça? J'ai jamais été blessée, quelques petits problèmes au poignet, mais c'est tout. Poignet, oui. C'est tout.
Donc jamais de grosses blessures. C'est pour ça que je suis vraiment admiratif, parce que là, il est obligé de repartir de 0, de rien. Puis alors là, les doutes, etc., voilà. C'est quand même... Puis c'est une opération lourde. Donc j'espère que ça va durer et que son genou va tenir. Donc là, il repart de 0. Tu as le sentiment qu'il peut, je sais pas, retrouver une place parmi les 100 meilleurs, ou est-ce que c'est vraiment un Everest à gravir? Après, c'est difficile, c'est beaucoup trop tôt. Alors, c'est vrai que il bat quand même Stebe qui devient une valeur sûre dans le top 100. Après, c'est sur la durée, c'est comment son corps va réagir. C'est surtout ça, parce que là, c'est un tournoi. Voilà, c'est sur la durée. Il va bientôt être papa, donc aussi tout ça, c'est pas mal de changements. Il mûrit, ça vieillit, donc intéressant de voir. Faut que ça tienne. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 35 trentenaires dans le top 100. 25, pourquoi pas 36 ouais, 25. Voilà. 25. Ouais, parce que j'ai énuméré Nalbandian et Mahug, qui viennent d'avoir 30 ans. Lui aussi, il vient d'avoir 30 ans. Et il va être papa, il faut le signaler. Il y a une renaissance et une naissance pour Paul-Henri Mathieu. Radio Tennis Play. Vous le savez, le réseau social qui a un petit oiseau bleu pour logo, Twitter pour ne pas le nommer, est devenu un élément essentiel dans la communication sur le circuit. Alors chaque semaine, on essaiera de vous livrer les meilleurs saillies relevés sur le réseau qui gazouille. Alors moi j'ai bien aimé cette petite moquerie de Fernando González à l'adresse d'Ivan Lubicic. Suite à la défaite du Croate au deuxième tour du tournoi de Zagreb, González lui a envoyé un petit message en lui disant « Bah alors, tu sais toujours pas faire un coup droit ?» Donc c'est sympathique. Venant de lui, en plus, ça casse. Voilà. Ce à quoi Lubicic a répondu « Ça fait quand même bizarre de te voir sur un court. » Parce qu'il faut rappeler que Fernando González, le Chilien blessé, lui aussi, comme Paul-Henri Mathieu, retrouve la compétition. Alors, si vous êtes un aficionados de Twitter, il faut absolument, et que vous aimez le tennis, il faut absolument suivre Ivo Karlovic. L'incontournable. Le Croate, il est incontournable, il a un esprit formidable, il est très drôle, il est très pince sans rire. Je vous ai sélectionné ce tweet. Généralement, les gens écrivent de bons tweets pendant qu'ils sont aux toilettes. C'est le cas de celui-ci. C'est très bon. C'est vrai que quand tu le vois comme ça sur un terrain, c'est assez monotone. Ah non, donc c'est plutôt pas très, mal. Il est très très drôle. Serena Williams. Alors ça, c'est un tweet c'était juste un lien avec un petit commentaire. Voici la vie d'une joueuse de tennis. Il y avait un lien et là ensuite, Serena a pris en photo ses pieds complètement bandés. C'est absolument impressionnant. Je vous invite à aller suivre Serena Williams sur Twitter et aller voir cette photo. C'est absolument impressionnant. Avec un tape. Oui, absolument. Et complètement, les pieds complètement bandés, les doigts de pied, avant d'enfiler ses chaussettes et avant de partir jouer pour montrer combien il est difficile d'être un joueur de tennis et qu'on est extrêmement souvent blessé. J'ai quand même une question. Quel est l'intérêt de Twitter de montrer ses pieds, ses doigts Je pars, je prends l'avion là, à 18h. Il y a du retard, c'est la grève, c'est terrible. Mon avion est décalé à demain. C'est quand même... Non, mais c'est pas toi qui viens d'ouvrir un petit compte Twitter, Émilie ? Quelque part, oui. Je fais comme tout le monde. J'ai aucune personnalité parce que j'ai été un peu obligée. J'ai été un peu obligée. Donc voilà, je vais essayer de donner un petit peu d'actu. Mais non, mais à la limite, que ce soit professionnel, oui, ça permet de faire passer des infos, etc. Montrer des pieds, un Panari ou je ne sais quoi. Elle aurait mieux fait de tweeter des trucs sur Grégor Dimitrov, parce qu'il y a des rumeurs en ce moment, comme quoi Serena Williams fricote, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas fréquente le joueur bulgare Dimitrov. Oh là, et là, tu sors du dossier. Là. C'est énorme. Voilà. Le petit joueur de 20 ans, la championne de 30 ans. Ah bah c'est un enfant. C'est un enfant. Ils ont 10 ans d'écart tous les deux. Ils ont été vus à Paris dans un restaurant qui s'appelle l'Avenue, en train de manger ensemble. Ah bah, 2 pas d'ici. 2 pas d'ici, bon, attends, 2 pas de là où on est. Tu peux dîner, pas forcément. Apparemment, ils avaient l'air très crac-crac. Ouais, bah non, bah évidemment. Mais toi, chaque fois que tu dînes, tu conclus. Non, mais en plus, Serena est voisine, parce qu'elle a son appartement dans le 7e arrondissement. Mais bon, après, voilà, il faut voir si c'est régulièrement qu'elle invite des jeunes joueurs comme ça à dîner. Ça date de quand, ça ? Quelques jours. Sur Internet, il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet. On va enquêter. Radio Tennis Play. Allez, on va terminer cette première émission de Radio Tennis Play avec un petit quiz. Bon, 3 questions pour voir si vous avez les idées claires concernant ce Canada-France de Coupe Davis qui débute vendredi.
Allez, soyez attentifs. Première question. Les deux pays se sont déjà rencontrés une fois, c'était en 66, en quart de finale de la zone Europe. C'était à Roland-Garros, à la mi-mai. Pouvez-vous me donner le nom des 4 joueurs français qui composaient l'équipe? Top. En 66, il y avait évidemment Darmon. De toute façon, il est dans toutes les rencontres à l'époque. Il y avait Pierre Darmon, François Geoffrey, en simple. Mais encore. Il y a des joueurs de double. Ben oui. C'est pas eux qui jouent le double. Oui. Il y a Romain. Aucune idée. Émilie. à l'époque. Je peux pas intervenir, moi je Il y a triche Comtet. là, je suis en Il y a train Comtet. de... Je ziote. Ah, tu y es presque. Il y a Daniel Comtet. Bon, allez, on va te la compter bonne. Daniel Comtet, Pierre Darmon, Patrice Bust et François Geoffrey. Les Français l'avaient emporté 5-0. Daniel Nestor, on l'évoquait tout à l'heure, est le plus capé des joueurs canadiens. Combien de rencontres de Coupe Davis a-t-il disputé? 58. Non, moins. C'est moins. 54. C'est moins. C'est 54 ou 58. 45. On commence pas à nous contredire. C'est 40. 40, d'accord. Allez, une compris. facile, C'est énorme. une facile pour terminer, ça va être le plus rapide qui va l'emporter parce que je pense que vous connaissez tous la réponse. Quel joueur aurait pu faire les beaux jours du Canada mais a choisi de s'exiler en Europe? Rudzeski, ça c'est le seul de la... The Voilà. British Import. Quelle histoire à l'époque, ça. Hein. Oui. Voilà. Il n'osait plus retourner au Canada parce qu'il se faisait siffler à chaque fois qu'il allait jouer le tournoi canadien du mois d'août. Là. Mais pour autant, il s'est retrouvé le cul entre deux chaises, si je puis me permettre, parce qu'il n'a jamais vraiment été apprécié des Anglais. Il s'est coupé de son pays d'origine. C'était un choix un petit peu étonnant. Aujourd'hui, il a une bonne gâche à la LTA et il fait partie des formateurs, des entraîneurs. Il a gagné au Touquet cet été, l'été dernier. Un club qui était cher. Bien sûr, la Junior Davis Cup avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne, pour la première fois de son histoire. Je tiens à le signaler. Radio Tennis Play. Allez, on arrive au terme de cette première émission de Radio Tennis Play. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à mettre sur pied ce programme et particulièrement aux équipes techniques de RTL qui nous accueillent dans leurs murs. Vous pouvez évidemment nous contacter et nous faire part de vos questions et de vos remarques. Pour ça, plusieurs moyens. Notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play également, ou encore de façon plus classique par email à l'adresse suivante contact@tennisplay.fr. Merci à vous tous, merci Émilie d'avoir assisté à cette première, merci aussi à toi Romain de nous avoir accompagnés et merci à toi Julien pour ton enthousiasme. De rien. Et merci aussi à Amélie Mauresmo pour avoir pris le temps de nous consacrer quelques minutes en début d'émission. Allez, rendez-vous la semaine prochaine car pour aujourd'hui... C'est fini, Michel! C'est fini!